La suite du 22h à présent, et cette question importante, que se passe-t-il réellement en Tunisie? Jamais le pays n'avait connu de tels troubles depuis la Révolution. Une exposition d'art a servi de prétexte aux salafistes pour déclencher des émeutes. La journée de la grande prière, demain, est particulièrement redoutée malgré l'interdiction de manifester. Et tous les regards, bien sûr, sont tournés désormais vers le gouvernement d'Ennahda et son attitude face aux extrémistes. On en parle dans un instant avec notre invité Malek Chebel, mais d'abord, le rappel des faits avec Mathilde Bélanger. Défendre les valeurs du sacré, c'est le mot d'ordre des salafistes comme des islamistes modérés du parti Ennahda. Des valeurs bafouées, selon eux, lors de l'exposition d'art qui a mis le feu aux poudres le week-end dernier. Mais le gouvernement a pris les devants en interdisant toutes les manifestations. La journée de demain aura valeur de test, l'occasion de prouver qu'il parvient encore à maintenir le calme. Mais la situation reste tendue, des appels à la violence circulent et l'opposition reproche au pouvoir sa trop grande indulgence envers les extrémistes. La coalition menée par les islamistes modérés condamne les troubles, mais elle s'en prend aussi aux provocations des artistes qui ont déclenché les foudres des salafistes lundi dernier. Le gouvernement est pris en tenaille, il essaye de contenter les laïcs d'un côté, mais il essaye d'un autre côté de contenter les salafistes. Et c'est ce besoin de contenter toutes les parties qui fait cette ambiguïté. Le pouvoir accuse d'ailleurs des membres de l'ancien régime de Ben Ali d'encourager les violences pour profiter de la confusion dans le pays. Depuis lundi, les émeutes ont fait 1 mort et une centaine de blessés. 160 personnes ont déjà été arrêtées. Notre invité, il est écrivain, philosophe, anthropologue des religions. Malek Chebel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Je rappelle également que vous êtes l'auteur de ce très beau dictionnaire amoureux de l'Algérie chez Plomb. Nous allons d'abord parler du voisin, la Tunisie. La vague de violence sans précédent qui a secoué le pays lundi et mardi soulève de nombreuses questions, notamment sur l'identité des assaillants et la cause des troubles. D'abord, quel est votre regard, votre analyse sur cette situation? Écoutez, nous avons, en l'occurrence en Tunisie, une double culture. Et une culture diamétralement opposée l'une à l'autre. Une culture islamiste, salafiste qui s'installe petit à petit, progressivement, et une culture démocratique du pouvoir en place qui veut gouverner au sens moderne du terme, en écoutant tout le monde, en essayant de négocier une sorte de pacte républicain à la tunisienne qui ne voit pas le jour tout de suite et qui crée des frustrations. Donc, et cette double culture fait tout le malaise en Tunisie. Pour ceux qui ont lu vos livres, et j'en fais partie, vous avez souvent parlé de l'islam des Lumières. On a l'impression qu'on est très loin de cet islam aujourd'hui en Tunisie. Le peuple tunisien, non, n'est pas loin de l'islam des Lumières. Et même, je dirais, l'orientation qu'il désire prendre, que ce pays désire prendre. En revanche, il subit des pressions. Nous sommes dans une situation où le pays n'est pas riche, a priori. Il est en train de perdre des millions et des millions de dollars à cause du tourisme qui n'est pas au rendez-vous. La saison démarre maintenant. Et je vois pas ça arrive au pire moment. Ça arrive au pire moment. Donc, le facteur pauvreté, le facteur désocialisation sont des facteurs aggravants. L'islam des Lumières est dans les cœurs. Les Tunisiens sont attachés quand même au modèle républicain au sens large. Vous avez parlé d'un mouvement salafiste. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un mouvement homogène? Est-ce qu'on peut les identifier? Est-ce que c'est une masse ou ce sont de différentes individualités? Non, c'est surtout, je dirais, une culture, une mentalité qui s'installe. Et c'est progressif. Je l'ai même dit sur ce plateau, que les islamistes ne s'arrêtent pas aux considérations, si vous voulez, de républicanisme que professent les uns et les autres, parce que dans leur vision, ils parlent au nom d'Allah. Il ne faut pas oublier ça. Et pour eux, c'est une culture qu'il faut installer, et une culture corrosive. Parce qu'elle commence par les vêtements, elle commence par l'alimentation, elle commence par l'art, les arts, là, pour le coup, là, c'est juste le prétexte d'une exposition. Ça peut être le cinéma, ça peut être l'alcool, par exemple, sur les plages, notamment pour les touristes, etc. Ça peut être la nudité des femmes. Donc, tous les prétextes sont bons pour que s'engouffrent dans cette brèche tous ceux qui veulent imposer leur vision du monde, quoi. Vous parlez d'un prétexte. On va rappeler donc l'origine de ces émeutes. Il s'agit de l'art, vous l'avez dit, plus précisément une foire d'art contemporain intitulée Le Printemps des Arts qui exposait des œuvres, des peintures. Vrai. Alors parmi les toiles incriminées, l'une représentait un homme barbu que les salafistes ont considéré comme étant la représentation du prophète, une autre, une femme nue, le sexe caché et surveillée par des hommes barbus. Justement, vous parlez beaucoup de nudité, Malek Chebel, dans votre livre. Vous évoquez un Orient sensuel qui montre la chair et qui n'en a pas honte. Parce que l'islam professe une culture du bien jouir, du bien vivre, un respect pour la femme et une tolérance pour le désir. Et le prophète lui-même l'a exprimé, l'a vécu. Et il est l'exemple de tous les musulmans.
Et en plus, dans le Coran que j'ai traduit, rien ne va contre la chair, ou contre le bien vivre, contre la sexualité, contre l'amour, contre la tendresse. Au contraire, elle est même glorifiée. Parce que la chair en islam, l'amour, la tendresse, la beauté, la chair, la sexualité au sens large, c'est une bénédiction de Dieu. Je veux dire, aimer une femme, c'est presque un acte de prière. Donc attendez, on est loin évidemment entre l'islam des Lumières que je préconise, à travers cette valorisation du bien vivre, et dans le respect évidemment de toutes les entités présentes, et le gouffre abyssal dans lequel veulent nous entraîner les fondamentalistes religieux. Comment réagit le voisin algérien qui a des souvenirs forcément très douloureux de la période du début des années 90? On sait ce qui s'est passé. Ils sont sur l'expectative. Les Algériens sont très scrupuleux sur cette question. Ils ont payé le prix le plus lourd qui soit dans toute la région arabe. Ils ne veulent pas retomber dans la catastrophe qu'ils ont vécue dans leur chair pendant une dizaine d'années. Et donc ils sont très vigilants sur la situation tunisienne, sur la situation égyptienne dans très peu de temps, hein, avec les élections évidemment, la situation malienne et la situation marocaine, si je puis dire. Bon, ils sont encerclés alors. Ils sont plus ou moins encerclés, et surtout qu'eux, ils ont déjà une expérience négative dans ce bras de fer entre la République, entre la démocratie potentielle, virtuelle, à venir, la démocratie de demain, et l'islamisme religieux. Et la population algérienne, on se souvient qu'elle s'était réjouie du printemps arabe et de ce qui arrivait à ses frères tunisiens. Comment elle voit avec le recul maintenant ce qui s'est passé? Avec inquiétude. Je peux vous dire que toute la jeunesse arabe regarde ça avec inquiétude. Il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, il y a deux façons de vivre. On vit dans le respect des règles de l'état de droit, ou alors on vit avec comment dire, un pacte divin que personne n'a décrété. C'est dans la tête des gens, parce qu'il ne faut pas oublier que ces imams, ces théologiens fondamentalistes, se sont autoproclamés. Ils ne sont élus par personne. Tout un chacun peut se prévaloir de sa petite connaissance du Coran pour devenir imam. Donc il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il y a un État démocratique qui est en train de s'installer, et on est tous derrière, toute la population arabe, et puis il y a quelques minorités, des groupuscules islamistes fondamentalistes qui veulent imposer un ordre religieux qui a disparu en Europe depuis déjà 5 siècles. Attendez, ils nous font revenir en arrière. Et la Tunisie est tout à fait spectaculaire de ce point de vue-là, parce que nous avons un État qui était sur le point de réussir sa mutation, sa transformation républicaine, et puis voilà, il est ramené à des âges médiévaux. Il n'a pas encore échoué. J'espère pas, j'espère pas. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion d'écrire, peut-être, plus tard, aussi un dictionnaire amoureux de la Tunisie. Elle le mérite. Oui, elle le mérite. Oui, la Tunisie le mérite. Vous allez vous y mettre? Non, mais il faut que ce soit un Tunisien qui s'y connaît, qui a toute la culture. Mais moi, j'ai déjà... Vous savez, ce livre, je l'ai porté en moi depuis des années et des années. C'est peut-être même une vingtaine d'années. J'ai des documents depuis 20 ans que j'archive des documents pour arriver à ce dictionnaire-là. Il est vraiment, on le conseille aux téléspectateurs à lire avec beaucoup d'évocation d'un Orient parfumé, sensuel, que vous décrivez très bien. Merci beaucoup Malek Chebel pour votre analyse. La suite du 22h, avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou.